du récit, d'une part, et d'autre part, la dimension d'une forme d'amnésie, finalement, si je force un peu ce que vous avez dit, le fait qu'il faudrait réactiver ou recréer une mémoire, ou en tout cas sauver celle qui est encore là, sur ces objets, liés à la question du travail possible des universitaires, comme dans le cas d'Aksum, où les universitaires avaient aidé, des deux côtés, semble-t-il, d'après ce que j'ai compris de Colbert, à préparer le retour en réexpliquant la place de cette pièce dans son lieu d'origine, sur son site d'origine. Et je crois qu'avec ça, on est vraiment au cœur de la question pratique, même en termes de stratégie de coopération qui nous occupe. Si d'un côté, ce qu'on peut faire, c'est faire des inventaires, des listes sur des objets, mais qui sont assez déconnectés, en fait, de la mémoire accrochée à ces objets, est-ce que ça ferait sens? Ce serait une question que j'aimerais bien lancer pour lancer la discussion. Est-ce que ça fait sens, d'un côté, de faire ces listes, ces inventaires et de rendre visible ce qui est là-bas avec des informations plus ou moins fausses, disons, enfin, telles qu'elles sont, et de l'autre côté, avec ce qui est ici, les savoirs qui sont ici, les collections dans les chefferies, etc., récupérer, typologiser, mettre en forme ce savoir, le rendre transmissible par des multiplicateurs, et ce serait l'étape seulement d'après de remettre ensemble les informations. C'est un peu la question, pour moi, hein, la question c'est est-ce qu'on travaille séparément, chacun de son côté, pour ensuite mettre les choses ensemble, de manière consécutive, sachant que d'un côté, il y a ces archives incomplètes, et ici, il y a aussi une forme d'incomplétude dans l'amnésie, mais plus proche de la réalité, de la fonction et des économies et des écologies des objets. Voilà. C'est un peu la question que j'aimerais poser, mais sans bloquer la discussion, bien sûr. Je pense qu'on continue sur notre mode ouvert, donc si quelqu'un veut prendre la parole sur un autre sujet, bien sûr, ça marche. J'ai 2, 3... Ouais. Je fais une liste, ok? Si vous êtes d'accord. J'ai Colbert, Jean-Romain, je ne connais pas votre nom. Ça. Et puis de ce côté-ci. Ah pardon, Serge. Ok. Bon, tout le monde en fait. Félix. Ok. Paul. Oui. C'est tout. Alors on y va. C'est Colbert qui a été le plus rapide. Merci. Juste pour réagir à la question, par rapport à la question posée. À mon avis, c'est l'objet délocalisé qui fait problème. À mon avis. Ça veut dire que l'inventaire devrait être l'inventaire des objets emportés qui est confronté au savoir qu'en possèdent les communautés d'origine. Là, c'est la démarche qui me semblerait utile dans ce cas. Et donc, à ce moment, cette confrontation, est-ce que la communauté est même informée de l'objet? Si elle n'est pas informée, y a-t-il quelqu'un qui peut encore avoir la mémoire de cet objet au sein de la communauté et en parler aux autres? À ce moment, ça prépare un éventuel, parce que nous convenons tous de ce qu'une restitution, ce n'est pas une question de 5 ans, ce n'est pas une question de 2 ans. Ça prépare déjà la communauté à recevoir l'objet éventuellement au cas où il revenait. Bon, voilà. Est-ce que je peux poser une question naïve qui fait juste, sans interrompre la conversation, mais si on prend ce mode-là, ça veut dire qu'il faut d'abord attendre que la visibilité des collections, par exemple en Allemagne ou en Europe, soit donnée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir ce qu'il y a, ensuite qu'on rapporte d'une manière ou d'une autre, par photographie, par des récits, l'objet dans des communautés, si on les trouve, si on trouve la bonne communauté, et qu'ensuite on demande à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce type d'objet de voir si elles ont quelque chose à dire. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas, avec des objets qui sont déjà ici, qui sont proches, c'est pas ce trône-là, ou c'est pas ce tabouret, ou ce masque, mais en parlant d'autres objets proches, déjà sensibilisés, parce que d'après ce que je comprenais de ce que vous disiez, en fait il y a beaucoup d'oubli, et que donc on n'a peut-être pas encore besoin exactement de tel ou tel objet qui a été délocalisé, mais qu'on pourrait déjà commencer à, enfin vous ici, à créer un savoir plus collectif là-dessus. C'est un peu...
Oui. Oui, je voulais aborder dans le même sens en disant que comme c'est un problème existentiel, comme c'est des valeurs qui constituent l'existence de communautés, quand ce parti, il n'y a pas eu de vide, il y a eu soit de copies, soit de remplacements, soit des choses qui ont remplacé. Et on peut travailler ici, travailler d'abord avec les communautés pour comprendre cela, travailler avec les communautés. Et c'est stratégique parce que si on travaille ensemble, à l'autre côté, ils ont des informations, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas, ils utilisent, ils n'ont rien, ils n'ont aucune information. Donc, et ils ne comprennent pas ce qui se passe là. C'est-à-dire, ce n'est pas étiqueté, on ne comprend pas à quoi ça servait dans la société. Si on leur donne des informations, puis ils ne nous restituent pas. Ouais, bon. C'est ça. Et donc, je crois que travailler séparé. Nous avons les universitaires qui sont là. Nous avons la chance de travailler avec les universitaires qui sont là. On travaille séparé d'abord ici. Et parce que comme tu dis, comme c'est un problème existentiel, les masques d'initiation autres, ça ne peut pas disparaître. On peut pouvoir soit avoir fait une copie, soit avoir fait quelque chose qui a remplacé et qui ressemble certainement à ce qu'il y a en Europe là, tout ça. On peut travailler ici. Et puis, on essaie de voir comment faire amener l'original, ça existe, l'original. C'est l'impression que si on veut commencer ensemble, parallèlement, oui. Parce que si on attend les autres... Bon, on n'attend pas les autres, on travaille d'abord ici, on a nos informations qui nous concernent. On ne transmet pas la page, donc s'ils ont tout. Merci. Jean-Romain, le suivant sur la liste. Ah non, c'est Félix. C'est bon, alors, pardon. Okay. Félix, alors. Félix était tout en bas, mais pas grave. D'accord. Je voudrais apprécier déjà les propositions et les idées. Bon, tout en notant, si je prends les trois, ce que je constate, si on peut faire, je veux un peu évoquer une démarche linéaire, disons quelque part, il y a une image qui revient dans les trois interventions, c'est une question de rupture. Il y a une rupture. Okay? D'ailleurs, même l'obélisque a été même rompu en trois. Aussi bien à l'aller qu'au retour. Donc, il y a des questions de rupture. Justement, Jean-Romain a présenté les masques. Je pense dans le livre, le catalogue des masques du Cameroun, on appelle ce masque le masque joufflu. Donc, c'est une particularité donc, du masque joufflu qui est complètement différent des masques des zones forestières, qu'on ne trouve pas en zone forestière. C'est toute une mémoire. Alors, j'aimerais, en fait, ce que ça soulève, parce que de l'autre côté, est-ce que pour les communautés, est-ce qu'il faut inventer une solution pour, je vais dire, je suis un peu dubitatif sur l'approche proposée par mon voisin de droite, je suis un tout petit peu dubitatif, parce que quelque chose pourrait être intéressant de savoir entre la première rupture et le retour. Que s'est-il passé? Quels ont été les mécanismes de résilience? Donc, voilà. En dehors des copies d'expérience avec c'est... Pour la très longue durée de cette question, la question de dire on ne sait pas qui rentre, très bien, mais vous vous rappelez que c'est un moyen de faire, etc., pour anticiper, c'est pas pour empêcher les restitutions, c'est pas pour dire oulala, ça va être parfait, vous voulez réagir directement et puis ensuite on reprend la liste. Merci Bénédicte, je voulais juste aborder dans le même sens que toi. J'ai eu une discussion très intéressante il y a quelques semaines avec un objet d'art qui avait été restitué. Serge nous en dira peut-être dans un mot. Et il se posait la question de savoir telle communauté demande que l'objet d'art lui soit restitué, mais au ministère des Relations extérieures et de la Culture, on disait non, cet objet d'art appartient au Cameroun. Il n'a pas vocation à retourner directement là-bas. Donc, il va être déposé au musée national et voilà. Peut-être si tu as... Je ne me souviens plus du nom. Au musée national, d'un point de vue politique, il est encore en chemin. Si le revient d'Allemagne, il doit aller au musée national, il est encore en chemin parce qu'il doit revenir aux propriétaires de départ. C'est ancêtres. Non, je vais dire, si on dit qu'on est dans une communauté nationale, c'est le bon droit de l'État que de dire que cet objet appartient à tout le monde. Pas de trouver le sanctuaire. Et pas exclusivement. Enfin, je sais pas ce que tu... Je pourrais discuter un mot. Oui. Là, on avait, pardon, sur ma liste, j'ai après, si je ne me trompe pas, j'ai Tassa, Serge, Félix a parlé avant, Paul, voilà.
Tassa. Pardon. Je pense qu'il faut mettre un peu de l'ordre dans la discussion. Il faudrait qu'on précise que quand on parle du patrimoine ethnologique ou bien des objets, il faut aussi faire une typologie de ces objets-là. Parce que les objets de décoration, par exemple, les objets rituels, les objets usuels, on ne peut pas les mettre dans le même catégorie que les objets rituels. Parce que quand on discute là, parce qu'on peut mettre un objet de représentation de pouvoir à une lance, je ne sais pas, si elle n'est pas trop symbolique pour au musée national, ça me crée un problème quelconque parce que on va dire le Cameroun uni dans sa diversité. La diversité là va venir si on ne trouve pas la lance des Bacham ou je ne sais pas quoi déjà. Par contre, le masque Bacham, parce qu'il y a toute une méthodologie tout autour. Moi j'ai eu à discuter avec les milieux un peu plus proches de la chefferie. On dit on a tellement de malheurs. Le chef ne fait même pas 15 ans avant de mourir. Ça fait qu'on a traversé au moins 4 ou 5 générations comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Où est le masque? Je l'ai trouvé. Il est au musée. Il est en Suisse, l'original. Parce que le masque Bacham a été aussi copié, dupliqué dans le processus de cupidité des marques et tout ça. L'original, c'est toujours Suisse. Donc, vraiment, faisons une différenciation quand on parle des objets. Si nous parlons des objets de culte, on a très peu parlé des restes humains, ce qu'on appelle des objets sensibles, alors qu'il y en a suffisamment. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces objets-là quand ils reviennent, quand l'ADN arrive? Parce que quelqu'un parlait de l'ADN ce matin. L'ADN, après 3 ou 4 générations, n'a plus de sens. Ça fonctionne. Ah, on a... Dans les problèmes, il y a de cela. Non, il y a la technologie. On la technologie. En tout cas, je ne peux pas. Je ne suis pas anthropologue, mais je sais que les anthropologues ont dit les méthodes utilisées à partir d'un certain temps avec les différents croisements. La technologie avancée. Dans le croisement, la mobilité qui existe, on ne sait plus à qui appartient quel ADN. Quand on a un enfant qui s'appelle Novo, alors qu'il parle. Et sa maman est venue de Foreké, et l'autre est venue de... Bon, à la fin, quand vous étudiez l'ADN, c'est l'ADN du grand-père, du petit-fils. Donc, c'est un peu compliqué. Ça marche quand il y a des structures plus ou moins homogènes. C'est-à-dire les gens qui sont restés pratiquement pour longtemps, de manière sédentaire, dans un espace précis. Donc, je voulais juste dire que lorsque nous parlons de ce problème de coproduction, disons, faisons peut-être une hiérarchie une différenciation de ces biens, parce que ce qui est important maintenant pour nous, c'est essentiellement les objets du culte, les objets spirituels, les objets de représentation du pouvoir. Les restes humains, voilà. Donc, 4 catégories d'objets. Ce qui vous intéresse moins, manifestement, et ce qui est très présent dans la collection allemande, c'est les armes. Les armes? Oui. Ça vous intéresse plutôt pas, on dirait. Si. Non, je demandais. Pour humilier un peu, on prend ces armes pour dire que les armes sont valérées. C'est des armes. L'épée, pour nous, c'est le char d'assaut. D'accord. Donc j'ai 2, 3. Esaïe, vous vouliez réagir tout de suite à ça? Oui, je voudrais ajouter je voulais dire que par rapport au voyage retour de ces biens culturels, je pense que si un bien comme celui-là revient d'Allemagne, de Suisse, et s'arrête à Yaoundé parce que c'est le Cameroun qui l'aurait revendiqué, le bien serait toujours en route. Parce qu'en réalité, si vous allez dans la communauté Bacham et au niveau de la chefferie, vous allez trouver nécessairement un patriarche qui est spécialiste, qui s'occupe de ce masque, qui parle avec lui. Et ce masque ne peut pas parler, communiquer avec un autre Camerounais qui se trouve en Gaoundé ou n'importe quoi à Yaoundé. Donc c'est pour cette raison qu'en réalité, dire que c'est une affaire de la nation, ça peut rester à Yaoundé, ça n'a pas de vie. Non,
C'est-à-dire dire que c'est une propriété nationale désormais, il faudrait... Non, il faudrait que quand on a cartographié, comme on a dit ici ce matin, il faudrait que les biens immatériels reviennent jusqu'à leur propriété de départ. Parce que le discours dont parle M. Nodem, n'est-ce pas, c'est ceux-là qui le possèdent et qui peuvent encore le rendre à la communauté. Je voulais juste ajouter ça. Merci. Merci beaucoup. Juste vraiment rapidement, parce que c'est injuste pour ceux qui s'étaient manifestés au début. Oui, en quelques mots. C'est qu'il y a un champ d'investigation qui intéresserait cette recherche des origines des objets, de leur statut, autre. Parce qu'il y a les modes endogènes, les modes licites de diffusion de ces arts, et qui tient aussi compte effectivement de la typologie. Parce que, par exemple, les rois recevaient leurs hôtes et leur donnaient tout à fait naturellement des objets. On sait quelle catégorie d'objets on donne pendant l'intronisation ou pendant la naissance d'un prince. Donc, il faut vraiment, c'est un champ très vaste. Toute la diffusion là n'est pas toujours illicite ou matière à violence. Vraiment, c'est très clair. Merci beaucoup. Ça, c'est enfin. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'en voudrais si je serais parti d'ici sans prendre la parole. C'est vrai que je ne m'étais pas préparé. Je suis venu sur l'ordre de Sa Majesté le roi Fonigou II, chef supérieur balai, parce que j'avais un rendez-vous avec Sa Majesté le chef de Foutou, exactement, et je l'ai manqué. Et du coup, comme j'avais eu un entretien avec M. Louque au ministère de la Culture, on m'en avait déjà un peu parlé de l'événement. Je me suis donc dit, bon, je suis à Tchad, tant mieux, n'est-ce pas, m'y porter jusqu'ici. Et je trouve que j'ai l'impression que c'est vraiment cet événement qui m'attirait ici. Parce que je voudrais déjà remercier, n'est-ce pas, tous les organisateurs qui ont pensé à une activité pareille. Je me sens lié à 3 niveaux. Alors, le premier niveau, je suis le responsable du patrimoine à la Chefferie supérieure balai depuis 6 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'amène jusqu'à là? Je vais partager une expérience que nous avons vécue pour voir la réflexion que nous avons menée. C'est vrai que nous sommes des autodidactes, donc des chercheurs indépendants. Nous n'avons pas une méthodologie scientifique. Nous pensons que nous nous rapprochons. Depuis ce matin, pour tout ce que j'ai pu écouter, j'ai été assez édifié. Je vous dis que c'était très important. Donc, nous sommes partis sur une base où nous participions, nous prenions part à l'exposition universelle à Shanghai en 2010. Nous étions des artisans et on va appeler ça des antiquaires ou commerçants qui allaient en Chine pendant l'exposition universelle qui dure 6 mois. Ils allaient vendre des objets fabriqués en Afrique. Alors, nous avons été confrontés à plusieurs difficultés où nous étions frustrés de voir la manière dont ces objets étaient bradés, étaient expliqués, donc sortaient totalement du concept même de nous qui sommes les véritables fabricants de ces œuvres. J'ai entendu les communications de ceux qui sont passés, c'était très intéressant de comprendre que de plus en plus on s'intéresse aux fabricants qui sont les héritiers, n'est-ce pas, de notre patrimoine culturel. Parce que les chefs sont les gardiens. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir qui sont les héritiers de ce patrimoine. Ce sont ces artisans qui, en longueur de temps, réalisent des objets pour exprimer un besoin qui doit être utilisé dans un contexte bien défini. Et dans nos recherches, on s'est rendu compte que les artisans se greffaient au niveau des chefferies parce qu'ils avaient un savoir-faire. Et on les rapprochait au niveau des chefferies. Donc, suite à ce que nous avons observé au niveau de la Chine, en tant qu'artisans, nous nous sommes décidés de nous constituer en une organisation que nous avons baptisée Pan-African Art Dynasty en 2010. Et notre premier objectif était de revoir le concept même de ces objets. Parce que ceux qui avaient ces objets entre les mains
c'était des personnes inexpertes, qui ne comprenaient rien. Tout pour eux, c'était se faire de l'argent et rien que de l'argent. C'est de là qu'est venue l'idée de mettre sur pied le concept que nous avons baptisé restitution class. Vous allez comprendre pourquoi, quand je suis arrivé ici, et quand il m'a parlé de ça, je me suis dit, mais waouh, voilà une occasion. Alors, donc, depuis 2010, nous avons mené des actions sur la forme de restituer. Qui restitue? On restitue quoi? On restitue comment? Pour qui? Avec qui? Et à qui? Donc, du coup, la première réaction, c'est nous avons un patrimoine qui est resté, que nous avons laissé au Cameroun. Comment faire pour sensibiliser ceux qui détiennent ces œuvres, qui viennent les prendre sans toutefois connaître l'histoire, l'âme qui est cachée derrière cette œuvre qui est réalisée. Et notre premier champ d'action, c'était commençons par restituer à la maison, d'abord, avec ce que nous avons. Donc nous avons lancé un inventaire et nous avons rencontré un certain nombre de chefs traditionnels avec qui nous avons échangé. Et comment on allait vers ces chefs traditionnels, nous réalisions des fauteuils que nous personnalisions pour aller leur offrir afin de leur expliquer notre concept. Et ça a été très bien reçu. Aujourd'hui, nous avons remis près de 11 fauteuils personnalisés à certains chefs. Je vais citer le chef Moukete, Chief Moukete, Fonamba Kotoa, le sultan Moudjoya, le roi Sa Majesté Fonimbu. Et c'est à sa rencontre qu'il nous a dit, j'ai un projet, je voudrais, ma typologie ou alors mon idéologie, ma philosophie que je voulais implémenter dans ce peuple, c'est retour aux sources. Du coup, nous avons vu ça comme étant quelqu'un qui nous avait déjà ouvert les portes. Et il avait un projet de dire un musée. Mais nous nous sommes dit non, pas de musée, d'abord inventorier. Inventorier d'abord les métiers et les restituer maintenant à la population pour qu'ils puissent comprendre ce qui est caché derrière ces métiers. Parce que pour qu'il y ait une œuvre qui soit réalisée, il faut que soit pensée. Pensée pour une action, pensée pour une utilisation. Donc, depuis, nous menons des activités dans le cadre de restitution class que nous organisons pendant les événements. Nous l'avons expérimenté lors du FENAC, donc le Festival national des arts et de la culture, où nous invitons des élèves des établissements scolaires, on les regroupe, on délocalise la classe pour l'amener dans un lieu où nous avons de l'autre côté un détenteur du patrimoine que nous avons baptisé un patrimoniteur, qui est le détenteur d'un savoir patrimonial, qui va donc transmettre son savoir à des jeunes qui sont revenus, comme si c'était dans la classe. Parce que dans nos différentes recherches, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait ce qu'on va appeler, il y a une restitution en amont, et il doit y avoir nécessairement une restitution en aval. Sinon, on ne va pas se comprendre. Et donc, du coup, notre expérience à ce jour, nous pouvons dire que nous continuons, n'est-ce pas, à apprendre tout en partageant nos connaissances, notre savoir-faire. Nous avons une activité qui va être menée à la Société supérieure Valais du 20 au 29. Ce sera la toute première restitution classe dans la chefferie sur la thématique. J'étais très bien content d'avoir un linguistique parce qu'en fait aussi il y avait eu ce problème qui s'était... C'est une très belle initiative. On était en train de se dire tous les deux là, c'est vraiment très intéressant, c'est novateur, c'est très nouveau et on voit que ce que ça porte c'est aussi la créativité de l'avenir des jeunes générations qui par le contact avec vos savoir-faire professionnels peuvent avancer loin et continuer au fil des générations à passer ces savoirs. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Je vais dire rapidement quand vous savez, nous avons une expérience pédagogique, une explication. Quand vous expliquez aux enfants sans un masque à ce côté, sans l'œuvre d'art à côté, c'est pas facile. Il a été démontré que ce que l'on voit, ce que l'enfant voit,
s'assimile plus rapidement, 10 fois plus rapidement que le discours. Donc, je vous suggère seulement que chaque fois que vous avez là l'initiateur, il faut avoir quelque chose auquel l'enfant regarde et vous expliquer avec cela en face. Si le professeur me permet, je dis tantôt que nous avons un professionnel qui va réaliser l'ouvrage, qui réalise. Ce ne sera plus l'ouvrage qu'on a seulement pris pour poser, parce que là ça manque d'âme et d'esprit. Très bien. Donc on amène le professionnel qui conçoit, qui a la méthodologie, qui réalise avec l'enfant, qui parle de l'historique, de la matière première jusqu'à la méthode de travail au produit fini. Merci beaucoup. Serge, Paul, et j'ai Serge et Paul sur ma liste, j'ai plus que ça. C'est bizarre. Serge, mais c'est très bien. C'est bizarre, mais c'est très bien. Donc Serge et Paul aura Merci. On peut passer la parole à Bénédicte. Bon, je vais commencer par le masque Bacham dont tout le monde, beaucoup de prédécesseurs ont parlé ici. Parce qu'il pose le problème de l'intérêt, de la valeur, la valeur qu'on accorde aux objets d'art. Et cette valeur varie selon qu'on soit en Occident ou en Afrique. Parce que la perception qu'on a de l'art et les yeux, ça dit que des gens regardent et se disent mais qu'est-ce que c'est que cette création? Ça a fasciné, c'est-à-dire que la forme a fasciné en elle-même. Parce que l'originalité de la forme a fasciné. Tout à fait, oui. L'intérêt un peu de la parce que William Farr dit que c'est l'un des plus beaux masques que l'Afrique ait produit. C'est-à-dire le masque Bacham, c'est l'un des plus beaux. William Farr le dit dans les années 60. C'est-à-dire qu'il a été fasciné par cet objet. Et justement, le fait que ce masque qu'on appelle Bacham se retrouve à Baleine, à Banjul, pose justement le problème de la documentation des objets. Et comme la coproduction, c'est-à-dire le savoir qu'il faut produire finalement, entre ce qui est fait là-bas et ce qui est fait ici pour aboutir à la vérité sur les objets. Et je vais m'appuyer un peu sur ce que le professeur Nodé m'a dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, l'objet d'art africain c'est pas une production à visée esthétique. Il est fait dans un contexte bien précis. C'est un objet fonctionnel qui apparaît dans un contexte. Si vous prenez... il est fait dans des rythmes... Le professeur Kouessoa fait allusion au masque Touka. Le masque Touka a été fait pour une danse qu'on appelle le Ka. Bon, c'est une danse qui est exécutée par un groupe, une société secrète bien connue. C'est-à-dire quand vous mourrez, quand vous allez dans une société, vous mourrez, votre fils, généralement, vous remplace dans la confrérie. Et puis on exécute la danse de passage entre au moment où votre fils va prendre votre place. Vous remarquez que c'est une danse qui normalement s'exécutait pas n'importe. Quand deux masques, les masques hommes, parce que comme il a dit, les masques tout cassent, les grands masques, les masques hommes, officiellement il a été, c'est un don, parce que dans les arts du Cameroun, Pierre a dit qu'il a reçu un don du chef Badoudou. Bon, je vous ai expliqué à quoi ressemblaient parfois les récompenses entre guillemets ici. Donc du coup je suis parfois dubitatif sur un certain nombre de récompenses entre guillemets. Soit. Alors vous avez ce masque là qui sert à un rite. C'est-à-dire quand il disparaît, celui qui vient, on produit, la société secrète produit un autre masque similaire pour continuer le rite. Et donc s'il faut coproduire les savoirs, il va falloir qu'on se base, on se base là-dessus. C'est-à-dire que le masque appartient à un rite. Et le rite est perpétué quand bien le masque est allé. On peut facilement avoir des éléments. Donc si on sait comment fonctionne le rite, comment il a commencé ailleurs, et quelqu'un a dit, nous-mêmes on peut déjà le faire ici sans avoir à attendre ce qui va se faire là-bas. On le fait d'abord pour nous-mêmes, ici. On documente nos propres objets. Parce que quand on va observer ce qui vient d'ailleurs, on pourra facilement, bon je ne sais pas si j'exagère en disant facilement, on pourra savoir où les placer. Et dans le document que Madame Bénédicte, j'avais eu l'exclusivité de parcourir, le document sur le rapport, c'est-à-dire qu'avec des objets qui avaient été répertoriés au musée Skevandi quand on s'est rencontrés en 2018, j'avais pris sur une page que j'avais ouverte comme ça, un objet documenté, couteau. Les mafas se retrouvent dans parfois plusieurs départements. Quand tu es à Canada, vous le restituez à qui? Au ministère, on s'est posé la question, faut-il garder au ministère? Faut-il envoyer à la communauté? Et ça posait un problème beaucoup plus grand. Le problème de la conception même de la notion de patrimoine. Parce que le patrimoine français est hérité du jacobinisme français. Le patrimoine français. C'est-à-dire que l'État central, avec les événements
la Révolution française. Alors la population s'est mise à tout saccager. Il y avait l'abbé Grégoire qui a dit non, il faut saisir, plutôt que de saccager, il faut saisir l'accès. Donc le patrimoine, c'est le détruire de France. L'État chez nous se construit sur des communautés, que sur le système jacobin. Donc ce qui pose un problème quelque part qu'il va falloir régler tôt ou tard. Nous sommes dans des communautés d'abord, nous sommes dans des communautés. Merci. Donc je voulais juste dire, pour ne pas monopoliser la parole, je vous remercie. Paul avait encore demandé la parole et puis ensuite on ne sait pas vraiment qu'on arrête. Ah, pardon. Oui, mais c'est ça, c'est bien ce que j'avais sur ma liste. J'ai décliné tout à l'heure. Ok, ben. Je vais continuer dans la même lancée que Serge. C'est juste pour dire que je lui ai dit que les objets n'appartenaient pas l'objet en lui-même, mais c'est le rite qui est fait pour lequel l'objet est fait, qui a une valeur, et la communauté. Maintenant, quand on va dire, par exemple, si j'ai compris la typologie et la classification des objets en euros, on voudrait absolument infliger ou bien donner une fonction à un masque qui soit, s'il y a une petite différence, on va te demander pourquoi est-ce qu'il y a la différence avec ce masque-ci par rapport à l'autre, alors que ce sont des masques qui appartiennent à un même rite, à une même société secrète, mais le concept occidental voudrait de spécifier et montrer que ce n'est pas pour le même rituel. Alors que ça peut être le même rituel, mais ça dépend plutôt de la classification ou bien de la caste, ou bien du titre de la personne qui le porte par rapport à un autre. Et lui, la hiérarchie sociale de celui qui le porte. Lui, et la fantaisie des artistes, justement. Sur le bas du masque, c'est le même masque. Mais si on arrive sur la physionomie de la tête diffère de la stratégie de la personne qui le porte à un autre. Donc de le niveau de puissance de celui qui le porte. Mais tous ces masques-là appartiennent. Maintenant, tous ces masques-là appartiennent à la même société et il faudrait être membre de cette société pour savoir que celui qui porte ce masque peut-être avec une corne doit passer devant celui qui porte le masque avec 7 cornes ou bien doit passer devant celui qui porte avec 9 cornes. Et la société en elle-même ne s'arrête pas. Elle continue. Maintenant, à qui revenir? Est-ce qu'il faut prendre la photo du masque pour venir montrer, pour que la population et la communauté soient au courant que ce masque existe? Oui et non. Oui, dans le sens où souvent, après être parti, il y a eu cette rupture que le professeur a dit, il y a eu une rupture et que la population a oublié complètement l'existence de ce masque. Et si on vient avec une photo, on va vous dire, peut-être vous allez présenter à une ou deux personnes qui va vous dire, je ne reconnais pas ce masque. Ça donne une légitimation à ceux qui veulent conserver, de conserver le masque. Non, dans la mesure où s'il a été défini dans les documents ou bien la linguistique originale qu'elle appartient à ce village, s'il faut faire une documentation, on fait la documentation et on la ramène. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Ça va à nouveau dans le sens de ce que disait Félix tout à l'heure sur réussir à documenter ce qui s'est passé pendant l'absence, en fait, les processus de résilience, de remplacement, etc. C'est très important. Finalement, c'est Jean-Romain qui a la parole. Merci beaucoup. Alors, heureusement que là, je voulais intervenir pour faire un constat. Et vous, si on pouvait l'adopter, ça nous ferait avancer davantage. Il y a la nécessité de la documentation de ces biens-là. On peut prioriser. Parce que je doute fort que la communauté Bachang appelait ce masque-là masque Bachang. Je sens qu'il y a là une nécessité. Comment est-ce qu'il appelait? Les choses peuvent commencer de ce côté-là. Et puis du point de vue procédural, on peut développer, on peut dans le pan de ce qu'on voudrait faire, trouver un axe sur la documentation d'un certain nombre de biens que nous pourrons cibler à partir de la communauté d'origine pour la fabrication de ces éléments-là. Ceci dit, Bénédicte, vous avez posé au début la question pour les échanges là.
j'ai l'impression qu'on s'en est un peu éloigné au fur et à mesure. Je voudrais revenir. C'est bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour s'éloigner des idées préconçues. Oui. Donc, moi, je voudrais penser que l'approche, n'est-ce pas, pour notre intérêt, est-ce qu'il faut faire une approche là-bas, faire une approche ici, et après on voit comment on peut fusionner, je dis, ça ne devrait pas être ça. Enfin, ça ne devrait pas être exactement ça. Il y a des choses qui peuvent être faites ici, exclusivement. Il y a des choses qui peuvent être faites là-bas exclusivement. Mais il y en a qui nécessitent, n'est-ce pas, une approche, n'est-ce pas, transversale. C'est ce que je voulais dire pour réaliser, pour répondre à cette question-là. Donc je voulais je ne suis pas du tout dit qu'il faut avoir un mouvement, n'est-ce pas, où est-ce la colle est sémantisée. Il y a des objets aussi, de faire des choses là-dessus. Et particulièrement, quand on sait montrer ces vaillants soldats, ça m'a tellement marqué que j'ai utilisé cette citation dans un dictionnaire qui vient de paraître sur les objets ethnologiques collectés en période coloniale pour un peu sensibiliser le public allemand sur la nature, la dimension culturelle de ces objets-là et le pourquoi ces objets doivent revenir à leur culture d'origine. Donc, l'objet, comme pour revenir à la culture matérielle et immatérielle, est certes là, mais la dimension importante, je dirais même 2/3, c'est la portée émotionnelle et la portée relationnelle et immatérielle que représente cet objet-là. Donc, nous devons travailler vraiment en coopération et je pense que c'est ce que je peux retenir de ce module. Et je pense que si vous en avez convenance, on lance directement avec le dernier axe et cet axe. Dans cet axe, il n'y a que le prof Jomo qui va parler. Puisque... moyens, si possible les meilleurs, de rendre connus les résultats des travaux menés tant en Europe que sur le continent africain, et en particulier en Cameroun. Comment accéder aux informations clés, à la bibliographie, aux récits existants, comment et où publier les résultats des recherches qu'on veut éventuellement faire, pour permettre un accès maximal au savoir et une approche participative. Comment envisager la coproduction des savoirs dans les jeunes générations, ça on en a déjà beaucoup parlé je crois. Et quels outils il faut mettre en place pour quelle visibilité, on pense aussi aux outils internet et des réseaux sociaux. Voilà. Et la parole est donc à vous. Oui. À ce sujet depuis très longtemps. Mais je suis attentivement les mouvements de professeur Ngwafon dans ce domaine. Quand j'ai donc reçu cet argumentaire, j'ai pensé qu'il fallait dire quelque chose dans le sens du 4e thème. Vous savez, le problème de la restitution dont on a parlé ici aujourd'hui, et je devrais dire avant même d'aller dans le débat que je suis très à l'aise de dire ce que je vais dire maintenant, parce que les prédécesseurs, notamment M. Akiedji et professeur Nodem et les collègues d'autre côté, ont embrayé sur ce que je voulais dire, ont déjà attaqué des aspects de mon propos. Donc quand j'ai donc reçu ça, quand on a parlé de sensibilisation, j'ai du coup pensé aux hommes. J'ai du coup pensé aux hommes, aux ressources humaines, à qui s'adresse la sensibilisation, ou bien qui doivent eux-mêmes sensibiliser. Et il y a des questions qui m'ont un peu étouffé, notamment la question de savoir qui quand on parle de restitution, il faut bien qu'on revendique le bien pour qu'on le restitue. Parce que si vous ne revendiquez rien, rien ne sera fait. Tout le temps qu'on n'a rien dit, il n'y a rien eu. Donc, je me suis souvent immédiatement posé la question de savoir alors, qui va donc revendiquer. Et aujourd'hui, c'est un processus qui commence et qui peut aller à l'infini. Tout à l'heure, on a parlé de l'exemple de l'obélisque qu'on a revendiqué pendant près de 55 ans.
Donc, si on pense donc à celui qui revendique, il faut donc s'imaginer que si nous revendiquons aujourd'hui, qui va revendiquer demain, n'est-ce pas? Et s'il faut restituer, à qui doit-on restituer? On a parlé tout à l'heure de la valeur immatérielle cachée, qui ne peut pas être perceptible par tout le monde. Peut-on restituer à quelqu'un un bien dont il ignore donc la valeur spirituelle ou culturelle? Quand je me pose donc ces questions, je me dis qu'il faut revenir à la source des choses, notamment comme trophée de guerre, vous l'avez dit hier, madame, et nous l'avons lu dans les écrits, les biens ont été spoliés d'une manière ou d'une autre, par tricherie, par jonglerie, et ces biens sont partis. Donc je me dis donc que dans le cadre de l'action coloniale, il y a eu des faits, il y a eu des actions extrêmement graves pour notre société, c'est-à-dire l'école coloniale qui, n'est-ce pas, est venue s'interposer, n'est-ce pas, s'imposer et occuper dans les esprits, dans les qui étaient façonnés, étaient préparés à comprendre colonial, le processus en réalité de l'aliénation a commencé. Et cette aliénation culturelle est allée aussi loin, et très loin. Nous parlons ici en français déjà. Voyez-vous, tout à l'heure on n'a pas de langue maternelle. Nous parlons maintenant en français pour être compris de tous. Donc l'aliénation s'est imposée. Et je dis donc que si nous voulons que ce combat dure, nous devons former les soldats qui vont lutter pour la restitution, parce que c'est un combat, on l'a dit ici aujourd'hui, c'est un combat. Il faut donc former ces gens-là. Et s'il faut les former, nous serons donc obligés de revenir à l'école. Parce que c'est l'école coloniale qui a lessivé les mentalités et implanté là-bas d'autres valeurs. Et l'école coloniale a procédé par le gommage. On a gommé tout ce qui dans notre environnement faisait de nous les Africains, les Camerounais purs et durs, les gens de l'Ouest, n'est-ce pas? Tout ça a été gommé. Et quand je suis à quelques années de la retraite, quand je regarde par exemple ce que j'ai passé mon temps à enseigner aux jeunes Camerounais, j'ai honte de moi. J'ai honte parce que j'ai passé le temps à dire aux Camerounais que Goethe était un grand Allemand. Et Tandia dit que Corneille était un grand Allemand. Et oui, un grand Français, ainsi de suite. Nous avons passé le temps, en fait, à enseigner l'altérité, c'est-à-dire à prolonger cette action de lessivage de mentalité, d'aliénation des Camerounais. Et donc, plusieurs années pour corriger. Et il faut encore plusieurs années pour corriger. Et mon problème, c'est, je dis donc que si nous devons, la première chose c'est d'en prendre conscience. Si nous devons intéresser les Camerounais et les Africains à cette action qui est hautement politique, qui est hautement diplomatique, on l'a dit aussi, qui doit être violente, on l'a dit aussi. Si on veut intéresser les Camerounais à cette activité, il faut revenir à l'école. Il faut repenser l'école telle que nous l'avons poursuivie jusqu'aujourd'hui, parce que l'école que nous avons à Tchang, bon, peut-être pas tellement au département de l'EA, mais l'école que nous avons au Cameroun, n'est-ce pas, est pratiquement la continuation de l'école coloniale, donc qui poursuit le travail d'aliénation. Donc moi je pense, et je propose donc pour mener à bien ce combat, il faut revenir à l'école, insérer l'étude de l'art camerounais africain dans les programmes depuis le lycée jusqu'à l'université. Et ce faisant, au niveau de l'université, il y a par exemple, je vais rappeler, il y a dans le cadre des cours que nous donnons ici en master, des cours sur la présence française au Cameroun, la présence anglaise au Cameroun, la présence coloniale anglaise au Cameroun. C'est des cours qui n'existaient pas encore dans les programmes camerounais. On enseignait la littérature française, anglaise, allemande, mais on n'avait jamais fait ce genre de choses. Donc je dis donc il serait bon qu'on revoie les programmes d'enseignement, qu'on restitue. Et Colbert a dit tout à l'heure que oui, en Éthiopie, on a installé à l'université une chaire pour s'occuper de cette affaire.
je pense que c'est le moment pour nous aussi de revoir les programmes d'enseignement au Cameroun pour intéresser la jeune génération et celle à venir à ces questionnements-là. Et en ce moment-là, on pourrait donc non seulement leur enseigner l'art, leur donner les rudiments de savoir leur permettant de comprendre l'art, et de comprendre même les arts culturels. N'est-ce pas? On leur donnera ça, mais il faudrait, dans ce cadre-là, par exemple, que les départements d'études africaines ne soient pas les départements où on enseigne la littérature et toute la littérature. Je suis heureux de savoir, ici dans la salle, d'avoir ici la présence de M. Forby, qui est chef du département d'études africaines, qui effectivement, dans le cadre de l'enseignement de linguistique, travaille dans ce sens-là, n'est-ce pas, à ramener, n'est-ce pas, les Camerounais à la compréhension même de l'art, couplé à la linguistique, pour en parler davantage. Je pense donc qu'il est bon pour nous de revoir les programmes d'enseignement pour enseigner utile. Je pense par exemple à un cours comme présence camerounaise en Allemagne. Qui en sait quelque chose? Les quelques rares Camerounais comme M. Ngwafou et nous qui voyageons chaque fois là-bas, on voit. Mais combien de Camerounais savent ça? Donc, par exemple, un module d'enseignement comme celui-là, dans ce genre de programme, pourrait intéresser les Camerounais à ces genres d'activités. Voilà. Et donc, parce que le patrimoine se trouve d'abord en Allemagne, il faudrait donc qu'on revoie, n'est-ce pas, spécifiquement les programmes d'enseignement d'allemand. Le département d'allemand étant en première ligne. Il faudrait qu'on revoie ça à l'effet d'intéresser les étudiants camerounais non plus tellement à la fiction. Parce que pendant qu'on lit la fiction, la société réelle est complexe. Donc, qu'on intéresse les Camerounais, les jeunes Camerounais africains, à la lecture même de ces événements-là. Et donc, non plus tellement à la fiction, mais à des choses réelles comme celle-là. C'est dans ce sens-là que nous pouvons en réalité servir de médiateurs entre l'Europe et le Cameroun, entre l'Allemagne et le Cameroun. Ça, c'est le premier axe de ma réflexion. J'ai aussi pensé que pour diffuser, n'est-ce pas, pour mobiliser les gens autour de la question, on doit utiliser les outils qui existent aujourd'hui. Quand nous publions un livre, bon, il ne peut ne pas être à la portée des gens parce qu'il est cher, il peut ne pas être à la portée des Camerounais parce qu'il est dans une bibliothèque en Allemagne, mais parce que nous ne lisons pas beaucoup. Mais par contre, si on crée un site web dans le cadre dans la position de cette activité, comme un site web, tout simplement pour y déposer les résultats de nos réflexions et même nos revendications, je pense qu'on pourrait associer beaucoup de gens et très rapidement aux activités. Oui, bon, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de créer sur place des comités de revendication. Bon, ça, si nous avons bien formé les Camerounais qui comprennent la chose, je crois qu'on pourrait plus facilement mobiliser des personnes à cette activité-là. Mais une génération d'étudiants ne va pas suffire. Je vous remercie. Le fardeau et la charge de parler en dernier lieu, quand tout le monde a bien mangé et est très fatigué et a hâte d'en finir immédiatement. Merci. Je me réjouis vraiment beaucoup de cette intervention parce que juste avant le mot introductif de Bénédicte, on n'avait pas beaucoup parlé d'Internet ici et des enjeux d'Internet dans le processus de médiation, en ce qui concerne notamment à la fois la connaissance et la valorisation du patrimoine et des questions de restitution qui sont liées. À titre personnel, en 2016, il se tenait la commémoration du cinquantenaire du Festival mondial des arts nègres à Dakar. C'était du 7 au 10 août. Et j'avais le très grand privilège d'être le rapporteur général de ces travaux. Et il me souvient que dans son intervention d'ouverture, le président Macky Sall dont avait dit, bien avant que la commission, enfin que le travail confié
travail entre guillemets, la mission confiée par Macron à Bénédicte et à Felwine ne soit lancée. Il avait dit il faut maintenant organiser la grande collecte du patrimoine culturel et artistique sénégalais disséminé à l'étranger. Pour dire que cet impératif de restitution est quand même présent dans les esprits, non seulement des peuples qui ont été spoliés, mais aussi de certains gouvernants qui, de mon point de vue, ont quand même, sur ce sujet-là, une conscience politique et stratégique tout à fait claire qui concerne les enjeux de la restitution et du patrimoine. Alors, je ne vais pas prendre le risque de commencer à parler comme ça parce que je risque d'être très bavard. Il y a toujours cette pulsion qui consiste à vouloir expliquer les choses, chaque chose que je dis. Donc je vais lire très rapidement, mais en brossant à gros traits, ce que j'avais préparé pour cette rencontre, en articulant 2 points principaux. Je passerai très rapidement sur les aspects à la fois philosophiques et anthropologiques que j'entendais véritablement développer pour expliquer les enjeux des restitutions, en quoi est-ce que cela consiste réellement, juste pour dire que au plan philosophique et anthropologique, la restitution pose aussi le problème de la justice transgénérationnelle qu'il faut articuler, et là je m'inspire d'un certain nombre de philosophes, notamment Ernest-Marie Bonda, mais aussi Paul Ricoeur, qu'il faut articuler sous l'angle à la fois de l'imputation et de la rétribution. Parce que dans la justice transgénérationnelle, il y a cette idée qui consiste à dire qu'il y a une transmissibilité des infractions, que ce qui a été commis il y a près d'un siècle a vocation à être réparé. A vocation à être réparé, et aussi parce que on estime que s'il est de bon ton de revendiquer parfois les mérites et les gloires de nos ancêtres, eh bien, leurs méfaits nous incombent aussi. Et c'est une question qui ne concerne pas uniquement la question de la restitution du patrimoine, mais aussi les grands crimes contre l'humanité et la question des réparations qui doit aller avec, même s'il faut être très prudent vis-à-vis de cela, parce qu'on ne répare pas un crime comme l'esclavage. On ne répare pas un crime comme l'esclavage. Accepter la question des réparations dans ce domaine précis, c'est accepter et reconnaître le principe d'une injustice fondamentale qui a été, notamment aux différentes stratégies d'action culturelle qui sont centrées sur les situations d'échange et de rencontre entre les publics et les milieux culturels et artistiques. Et dire qu'elle consiste à valoriser et assurer la diffusion du patrimoine en favorisant les liens entre les objets culturels et les publics. C'est aussi une démarche, et on a commencé à le voir, qui s'inscrit dans une perspective pédagogique qui vise à réenraciner. Et j'étais très heureux d'entendre l'intervention de M. Tassé, qui était vraiment... Tassa, oui, de M. Tassa, qui était vraiment providentiel ici. Une démarche qui consiste à inscrire dans une perspective pédagogique qui vise à réenraciner les objets au sein de leurs espaces d'origine. Mais je crois qu'il faut rester tout à fait modeste de ce point de vue et ne pas succomber à l'arrogance qui consisterait à amener la culture à ceux qui n'en ont pas. C'est habituellement le piège dans lequel on tombe quand on parle souvent de médiation culturelle. Et historiquement, si on fait l'archéologie, enfin, ou la généalogie de ce concept, ça a parfois signifié pour certains démocratisation culturelle, démocratisation de la culture, ce qui, me semble-t-il, peut encore être pompeux ici. Alors, en ce qui concerne la question des restitutions, le défi que celle-ci nous lance, en partie, c'est d'éprouver notre capacité, dans le contexte d'aujourd'hui, à inventer de nouveaux possibles en mettant sur pied des formes de médialité. Et l'exposition réinvente la biographie culturelle et dont la jouissance était parfois strictement réservée et rituelle. C'est le cas des femmes qui n'ont pas vocation à être mises au contact d'un certain nombre d'objets. Alors, je parle de réinvention parce que autant ce qu'on fait avec le langage est valable pour les objets, parce qu'il y a toujours ces mécanismes, et les sémiologues et sémioticiens sont là pour des objets.
parce que ne pas dire bon, exact plaidoyer pour une... Je dis, oh, de quoi